Au fond, beaucoup de pays nous entendent parler de 100 milliards depuis Copenhague et se disent on ne voit pas l'argent arriver. Nous devons aller au bout de la solidarité financière. On est à 82 milliards d'engagés. On doit, dans les tout prochains mois, aller aux 100 milliards, aider à convaincre les derniers pays riches qui n'ont pas pris tous leurs engagements. Mais surtout, on doit débourser beaucoup plus vite et trouver des mécanismes, qu'ils soient bilatéraux ou multilatéraux, pour être au rendez-vous de ces décaissements pour que cet argent arrive vers le Grand Sud. Sinon, la confiance s'effondrera. Et donc, les 100 milliards très vite, on n'est qu'à 82, mais surtout la réalité sur le terrain beaucoup plus vite encore pour être au rendez-vous. Au-delà de ces chiffres, nous devons avoir des projets concrets avec les zones les plus touchées, dans le cadre d'un partenariat qui fait vivre cette justice. C'est ce que nous avons voulu lancer avec la Grande Muraille Verte, du Sahel à la Corne de l'Afrique. Elle produit des résultats. Nous avons eu un niveau record d'engagement dès le début de l'année 2021 avec près de 19 milliards d'euros, mais surtout on a déjà l'année dernière décaissé 2,5 milliards d'euros sur le terrain, avec des projets qui permettent à la fois d'atténuer le changement climatique, de répondre aux projets d'agriculture et d'agroforesterie et de lutter contre la désertification, et qui donc permettent de traiter du climat, de la biodiversité et qui apportent des opportunités économiques aux pays les plus fragiles, en donnant de la souveraineté alimentaire, en bâtissant des vraies filières de protéines végétales. Là aussi, ce dont nous avons besoin, c'est d'aller plus vite, de bâtir des partenariats plus efficaces encore avec les organisations non gouvernementales de terrain, avec les entrepreneuses et entrepreneurs du terrain pour répondre à ce défi de la justice climatique. Nous avons besoin d'un grand choc de financement concessionnel. Et il est au cœur du débat qu'avec raison beaucoup ont mis sur la table, celui des pertes et préjudices. Et moi je veux saluer le courage, la force de beaucoup de leaders africains, caribéens, pacifiques, latino-américains qui ont porté ce débat en nous disant on pourrait vous parler du passé, parce que la justice n'a pas toujours été au rendez-vous. Mais déjà on veut parler avec vous de l'avenir. Et ils ont raison, parce que non seulement on a moins émis que vous par le passé, non seulement parfois vous nous avez empêchés de nous développer comme on voulait le faire, mais on va être touchés par les conséquences de ce qui arrive parfois plus vite que vous, parce que nous sommes des petites îles vulnérables, parce que nous avons un trait de côte qui est plus bousculé, parce que nous avons des réalités géographiques qui nous rendent plus fragiles et vulnérables que vous. Et ils ont raison. C'est un débat qui est juste. Mais surtout, tous les pays à revenus intermédiaires, certains émergents, les pays les plus pauvres, ils nous ont tous vus, nous les pays les plus riches, au moment de la pandémie. Parce que nous avions un choc qui était un choc qui touchait tout le monde de manière, au fond, symétrique. Et on a fait des choses exceptionnelles. Là, on a mobilisé des financements exceptionnels. Et ils nous disent, mais nous, ce qui nous arrive est exceptionnel. La fin de l'eau sur notre sol, les bouleversements qui nous rendent la vie impossible. Et là, vous voulez nous expliquer qu'on revient au business as usual. Et ils ont raison, ça ne peut pas être le business as usual. Donc nous devons porter un choc. On a commencé à le lancer pendant la pandémie, mais on était déjà en retard, on est plus en retard encore. Nous devons donc nous battre pour être au rendez-vous des droits de tirage spéciaux et des 100 milliards de dollars au soutien des pays les plus pauvres, dont une grande partie ira vers le climat. Nous porterons au moment du G20 le passage de 20 à 30% de réallocation. En tout cas, vous pouvez compter sur moi et pour convaincre les derniers qui n'ont pas été là pour donner leur part, parfois à cause de ces blocages. Mais nous avons aussi lancé l'idée, avec la première ministre de la Barbade, Mia Mottley, dont je veux saluer le courage, l'ambition, le caractère inspirant qu'on a vu tout à l'heure ici à cette tribune. L'idée d'un groupe des sages de haut niveau qui devra nous faire des recommandations rapidement sur les financements innovants pour le climat. Au printemps prochain, pas dans 1 an, 2 ans, au printemps prochain, nous avons demandé au FMI, à la Banque mondiale, à l'OCDE, de nous proposer des solutions très concrètes pour activer ces mécanismes financiers innovants, pour nous permettre de développer l'accès à des liquidités nouvelles, des capacités de prêt nouvelles, pour des pays, y compris des pays à revenus intermédiaires, qui sont touchés par ces chocs. Et pour ensemble aussi nous proposer des solutions qui prennent en compte la vulnérabilité climatique de beaucoup de pays.
Et pour mobiliser des financements exceptionnels privés, des financements exceptionnels publics et privés, mais surtout pour nous tous ensemble changer nos règles. Les règles de nos grandes banques internationales, de nos banques de développement, du FMI, de la Banque mondiale et de nos grands prêteurs. En disant ce qu'on vous demande sur la dette, ce qu'on vous demande sur les remboursements, ce qu'on vous demande en termes de garantie, quand vous êtes frappé par un choc climatique, quand vous êtes la victime d'un accident climatique, on doit en quelque sorte le suspendre et le prendre en compte. Tout a été dit sur l'état d'urgence climatique qui nous réunit ici. Les études scientifiques ont alerté plus d'une fois et nous vivons au quotidien les manifestations extrêmes des dérèglements climatiques. Plus que jamais, il faut agir pour sauver la planète par la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. L'Afrique y est engagée avec le projet de la Grande Muraille Verte en cours d'exécution qui regroupe 11 pays africains de la zone sahélo-saharienne. Et ceci autour d'activités de restauration des terres et d'activités de reboisement et de création d'activités agro-silvopastorales. Même si elles ne contribuent que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre, l'Afrique souscrit à un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique pour un objectif de neutralité carbone à un horizon raisonnable. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite également un quart de ce qui reste encore des forêts tropicales, offrant à la planète un de ces rares poumons verts, refuge de biodiversité qui contribue à la séquestration du carbone. Nous voulons aussi aller de l'avant dans l'adaptation au changement climatique. Nous en supportons le coût avec le développement de projets verts financés souvent par recours à la dette, alors même que la mise en œuvre de l'adaptation doit être financée par des dons conformément aux engagements convenus. En collaboration avec le Centre mondial pour l'adaptation et les pays et institutions partenaires, nous avons lancé en septembre dernier un appel à l'action pour la mise en œuvre du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique. Et selon le Centre mondial, le financement cumulé de l'adaptation prévue avant 2030 représentera, hélas, moins du quart des besoins estimés par les pays africains dans leur contribution déterminée au niveau national. Sharm el-Sheikh nous offre à tous, pays développés et en développement, l'occasion de faire ou de subir l'histoire. Faire l'histoire en tenant nos engagements, tous nos engagements, dont celui convenu de 100 milliards de dollars par an pour soutenir les efforts d'adaptation des pays en développement et qui peinent à être entièrement réalisés. Subir l'histoire en ignorant le principe de responsabilité commune mais différenciée, qui veut que ceux qui polluent le plus payent le plus pour aider à sortir la planète de son état d'urgence climatique.